Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille 2-1. Un match, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais selon moi d'un très très pauvre niveau. Un Marseille que j'ai trouvé assez moyen, mais le problème c'est que nous on a été de loin encore pire. Et il y a beaucoup de choses qui ont été extrêmement déplaisantes dans ce match, à la fois des performances individuelles, des performances collectives et aussi un coaching, à mon avis, qui a commis pas mal d'erreurs et notamment, un petit peu comme souvent avec Laurent Blanc, des changements extrêmement tardifs et notamment Jeffinho qui en 10 minutes a fait plus que l'ensemble des attaquants réunis pendant tout le match. Donc ça c'est bien dommage. Je trouve que Jeffinho aurait dû rentrer beaucoup plus tôt. Autre choix qui s'est révélé pas payant du tout, c'est l'entrée de Malo Gusto. Un Malo Gusto qui de toute façon est totalement démobilisé depuis très longtemps, qui aurait pu donner la victoire et qui au final, certes malgré lui, nous amène à la défaite. Alors dans la vidéo, on va aborder plusieurs sujets. On va commencer dans quelques instants avec les déclarations de John Textor qui annonce du changement, très clairement. On va regarder ensuite quelques stats pour voir si la victoire de l'Olympique de Marseille est au final méritée, ce qui me semble être le cas. On va voir un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné, parce que finalement il y a peu de choses qui ont fonctionné dans ce match, puisque notre meilleur joueur, une nouvelle fois, c'est Anthony Lopez. Et puis on va s'interroger sur la suite de la saison, quels sont les motifs pour encore s'intéresser à l'Olympique Lyonnais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a tout de même quelques-uns. Et mes souhaits sur ce que devrait faire Laurent Blanc, notamment sur le plan tactique dans les matchs qui viennent, parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes, que l'on a accepté parce que les résultats étaient là, mais que maintenant que les résultats finalement n'ont plus beaucoup d'importance, puisque nous avons 6 points de retard sur Lille, 5e du championnat. Il reste 6 matchs, donc pour passer devant Lille, il faudrait dans tous les matchs prendre 1 point de plus qu'eux, ce qui me paraît totalement saugrenu, mais j'en reviens à ma vidéo où j'analysais qui allait finir 5e et évidemment je ne nous voyais pas finir 5e, tout simplement parce qu'il fallait qu'on réalise un parcours qui me semblait quasiment impossible. On va finir 7e ou au mieux 6e. La 5e place on ne l'aura pas, donc pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est pour ça que je veux voir certains changements sur le terrain, notamment sur le plan tactique. Donc avant le match, John Textor, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, s'est exprimé. Rappelons que sa dernière visite, c'était lors de la défaite 2-1 face à Strasbourg. Donc là, il arrive, il prend une nouvelle défaite 2-1, cette fois face à l'Olympique de Marseille. Et donc il dit la fameuse phrase attribuée à Einstein. Il n'est pas certain que ce soit Einstein qui l'ait prononcée, mais enfin bon, peu importe. Ce qui est important, c'est la phrase elle-même. La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si on veut des choses différentes, il va falloir changer les choses. Donc c'est tout à fait dans la continuité des premiers échos que l'on a, c'est-à-dire une réforme de la cellule de recrutement, sans doute la nomination d'un directeur sportif, et si on veut des choses différentes, il va falloir changer des choses. On peut penser que petit à petit, John Textor va enlever de plus en plus de pouvoir à Jean-Michel Aulas, pour on va dire pousser Aulas à partir, puisque vous le savez que si c'est Textor qui vire Aulas, il va devoir lui verser des indemnités très importantes. Je pense qu'on arrivera à un gentleman agreement où l'un et l'autre se mettront d'accord sur une somme intermédiaire pour que Jean-Michel Aulas cède sa place. Il est évident que Bruno Chéroux est évidemment très menacé, ne serait-ce que par la réforme de la structure de recrutement. Je pense que Vincent Ponceau, qui est plutôt un administratif et qui donne plutôt satisfaction dans ce domaine-là, va rester.
Mais clairement, il va se passer des choses. Alors, on attend évidemment de voir les actes, hein, parce que les paroles, c'est une chose, mais on attend les actes. Et effectivement, si on en est où on en est aujourd'hui, c'est parce que les mauvaises décisions, d'année en année, ont été prises. Je rappelle quand même que sur les 4 dernières saisons, on a fait 7e, 4e, 8e la saison passée. Et cette saison, on est parti pour faire 7, voire 6e ou mieux, mais ça ne change pas grand-chose. Pour le 2 ou 3e budget du championnat, il faut faire top 3 tous les ans. On peut accepter qu'une année, il y ait une dérive, ça arrive dans tous les clubs. Mais 4 années de suite, ça veut dire que les personnes qui prennent les décisions ne sont pas à la hauteur. Moi, je n'ai pas d'acrimonie vis-à-vis de Jean-Michel Aulas, Ponceau et Chéroux. Mais tout simplement, ils ont échoué dans leur mission, donc ils doivent partir. Bon. On va attendre de voir ce qui va se passer suite au conseil d'administration. Si des décisions vont être prises d'ici le mois de juin, puisque le mois de juin, évidemment, ce sera le début du mercato et donc la préparation de la saison prochaine, quid de l'avenir de Laurent Blanc, etc., etc. Mais on va parler d'abord donc du match d'hier et il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas beaucoup de choses positives à dire. Mais bon, à un moment donné, on est bien obligé de regarder la réalité en face. Alors sur le 11 de départ, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, hein, dès lors que le petit Koumbedi n'était pas là, que Malo Gusto n'avait pas joué depuis 2 mois. Je pense qu'en défense, il n'y avait pas énormément d'autres choses à faire, puisque l'absence de ces joueurs non seulement vous pénalise en défense à 4, puisque vous êtes obligé de mettre Diomandé à droite, mais aussi vous empêche de faire une défense à 5, puisque vous n'avez pas de deuxième piston du côté droit, sauf à faire ce que j'avais proposé, c'est-à-dire mettre Barcola en piston. D'ailleurs, en première mi-temps, souvent, Barcola redescendait, et donc on passait d'une certaine manière à une défense à 5. Bon, on a vu que ça n'a pas été très porteur, puisque finalement, on a eu très peu d'occasions de but. D'ailleurs, c'est un peu ce qui marque un petit peu ce match quand même, c'est le peu d'occasions que nous avons eues. Alors, il y en a eu des occasions réelles, hein, mais au final, c'est quand même seulement 2 tirs cadrés. Donc évidemment, c'est très insuffisant, contre 7 pour Marseille. Évidemment, le meilleur joueur de notre équipe, une nouvelle fois, Anthony Lopez, malgré tous les exploits qu'il a réalisés, et croyez-moi, il en a réalisé énormément. Eh bien, on repart avec une défaite. Alors certes, une défaite à la dernière seconde, si on peut dire, puisque c'était la dernière attaque de Marseille. Un but gaguesque, hein, avec toute une série de mauvais contrôles de la part de nos joueurs. Et le dernier, un tir de Diomandé qui rebondit sur Malo Gusto et qui finit dans les buts. Alors certes, c'est cruel. Mais bon, après, est-ce que c'est immérité pour Marseille de repartir avec les 3 points? Je ne le pense pas, parce que clairement, ils ont eu les meilleures occasions. Si on regarde l'attaque momentum, on peut voir que l'OL a vraiment bien débuté, on va dire, dans la maîtrise du match, mais sans être toutefois très dangereux. Après, ça s'est équilibré, on va dire, à partir de la 20e minute, jusqu'à ce que Marseille mette un but, alors juste avant la mi-temps. Eh bien, suite à une relance, enfin un coup franc joué beaucoup trop rapidement par Diomandé qui est un peu la star du match dans le mauvais sens, puisqu'il a vraiment été calamiteux dans ce match. Donc il joue trop vite, derrière contre-attaque, et là c'est Lovren qui est beaucoup trop spectateur au lieu d'être acteur de la situation. Un premier tir arrêté très très bien par Anthony Lopez, mais comme Lovren, au lieu d'aller prendre Under, a regardé tout simplement ce qui se passait, Under se retrouvait tout seul pour mettre la balle au fond des buts. La deuxième mi-temps, on va dire, est globalement assez équilibrée dans les occasions. Alexandre Lacazette sur un très bon service de Tolisso, ce qui est à peu près la seule bonne chose qu'a fait Tolisso pendant tout le match, met un but. On se demande même comment il voit le ballon. Il arrive à passer son pied aux alentours de Vertou. Enfin bon, j'ai même pas. Je pense que c'est vraiment un but absolument miraculeux. Et effectivement, en toute fin de match, après les rentrées notamment de Gusto, Jeffinho sert parfaitement Gusto, qui est au point de pénalty et qui tire sur le gardien, ce qui d'ailleurs est le seul arrêt
c'est le seul arrêt de Pau Lopez de tout le match. Et c'est un arrêt où on lui tire dessus. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce tir. Et donc Gusto, qui est le dernier à toucher la balle avant qu'elle rentre dans le but, donc à la toute fin de match. Mais bon, c'est plutôt une accumulation d'erreurs. Je ne vais pas attribuer cette erreur à Malo Gusto, qui finalement est victime de la situation. Par contre, effectivement, sur le tir, il peut faire mieux, mais en même temps, il n'a pas joué depuis 2 mois. Ça paraît quand même difficile de lui reprocher d'avoir raté cela. Donc il y a énormément de choses qui n'ont pas fonctionné hier, notamment le positionnement de Ryan Cherki, qui était pris en individuel, notamment par Jordan Vertu pendant tout le match, et il n'a absolument pas su se défaire de ce marquage. Et alors je n'ai pas du tout compris comment il se positionnait, puisque systématiquement quand Tagliafico voulait relancer dans l'aile, eh bien Cherki revenait au milieu de terrain, ce qui fait que l'aile pendant quasiment 80 minutes a été totalement désertée. Donc le jeu penchait totalement à droite et vers le milieu, et évidemment il ne se passait rien. Donc ça a été un vrai problème, le positionnement de Ryan Cherki. Alors je ne sais pas si c'est une consigne de Laurent Blanc, ce que j'ai du mal à comprendre, puisque finalement on avait une aile ici qui était totalement vide, face à un Balerdi qui est quand même un des plus mauvais défenseurs de l'OM. Donc c'est quand même étonnant de ne pas avoir essayé d'aller provoquer ce joueur. Deuxième chose qui n'allait pas du tout, évidemment, c'est le milieu de terrain. Alors je dirais que des trois, le moins pire, c'était Thiago Mendes. Et bon, je ne vais pas vous dire non plus qu'il ait été très bon, c'était quand même très très moyen. Maxence Cacré, d'une nullité abyssale dans l'utilisation du ballon. Et Corentin Tolisso, qui joue sur une jambe. Il a été vraiment catastrophique dans ce match. Hormis sa passe D, alors effectivement c'est une passe D, elle est très belle, mais dans le reste du jeu, dans l'impact, dans le contact, dans la création, dans la projection, il a été catastrophique. Et malheureusement, quand vous faites rentrer le banc avec Le Penant, ce n'est pas mieux. Le Penant, c'est une sorte de Cacré, mais qui prend 0 risque offensif, qui ne se projette jamais. Il y a notamment une action qui est hallucinante où Tagliafico le sollicite. Et au lieu que Le Penant reparte vers l'avant, il redonne le ballon vers l'arrière. Donc vraiment typique de Le Penant. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'erreur. Or, dans un match comme ça, quand il y a 1-1, que vous avez notamment Jeffinho dans l'aile devant, vous devez absolument aller le solliciter, ce que n'a pas fait Le Penant. Alors si Anthony Lopez fait encore une très grande prestation au niveau des arrêts, regardez, 6 arrêts pour Anthony Lopez et certains des arrêts de très 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 grande classe, il prend encore 8 dans l'équipe, donc il conforte sa place de leader aux notes de Ligue 1. Je pense qu'il sera élu meilleur gardien de Ligue 1 à la fin de la saison. Mais malheureusement, et ça a été un des énormes problèmes de l'Olympique Lyonnais hier, eh bien, les relances d'Anthony Lopez. Alors, c'est pas forcément sa faute, mais moi, il faudra m'expliquer pourquoi Laurent Blanc, qui dit on veut la possession dans ce match, demande à Anthony Lopez de faire des relances longues. Relance longue d'Anthony Lopez, c'est balle perdue systématiquement. Regardez, 33 ballons, 33 relances longues. Non mais rendez-vous compte, 33 relances longues pour un gardien. Et il y en a seulement 10 qui sont réussies. Alors quand je dis réussies, c'est que la balle est touchée d'abord par un Lyonnais. Ça ne veut pas dire qu'après vous n'avez pas perdu le ballon. Mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. 33 relances longues, 10 seulement qui touchent un Lyonnais, ça veut dire qu'il y en a 23, c'est des ballons perdus. C'est grotesque. Regardez la précision des passes, 62% pour un gardien de but. Ce n'est pas possible. Alors, je n'incrimine pas Anthony Lopez. S'il relance long, c'est qu'on lui demande de relancer long. Mais je ne comprends pas qu'on lui demande de relancer long, alors que déjà, on sait qu'il n'en est pas capable. Anthony Lopez, c'est un des pires gardiens du jeu, en termes de jeu au pied. C'est un formidable gardien pour le rôle primaire d'un gardien, c'est-à-dire d'arrêter les tirs. Mais au pied, c'est catastrophique. Donc, en fait, vous récupérez le ballon par définition. Si le gardien a la balle, c'est que vous avez récupéré le ballon. Vous faites un dégagement long.
Vous perdez la balle, c'est-à-dire vous la rendez immédiatement à l'adversaire. Quelle est la cohérence de cela? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on demande à Anthony Lopez de balancer des briques devant qui sont des ballons systématiquement perdus. Donc vous avez ce problème-là. Vous rajoutez à ce problème-là la faillite du milieu de terrain. Vous rajoutez à cela le positionnement incompréhensible de Ryan Cherki. Vous rajoutez à cela les bourdes, mais alors vraiment, Diomandé, moi je suis plutôt quelqu'un qui a défendu Diomandé, notamment parce que je considérais qu'il jouait pour sa dimension physique. Mais Diomandé, la défense, le nombre de fois où il se fait prendre, qu'il est en retard, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Le Diomandé à droite, ce n'est pas possible. Le problème, eh bien, c'est que sur le banc, qu'est-ce que vous avez? Malo Gusto, qui n'en a plus rien à foutre de l'Olympique Lyonnais, qui d'une certaine manière est revenu à Lyon parce qu'on l'a été le chercher par la peau des fesses, mais quel est l'intérêt d'aller chercher un joueur qui ne veut pas jouer pour vous? Ce prêt de Malo Gusto, qui apparaissait comme une idée plutôt intéressante, s'avère un fiasco total. Le joueur n'est pas investi. Et donc, vous êtes obligé, quand Koumbedi, rendez-vous compte quand même que vous vous dites « Ah bah merde, on n'a pas Koumbedi. Le mec vient d'avoir 18 ans. » Et vous dites « On a besoin de ce gars-là. » Non mais c'est de la folie. Une nouvelle fois, la construction de l'effectif qui est totalement pitoyable. Et évidemment, d'une certaine manière, être à deux doigts de faire un match nul quand on accumule tous ces éléments négatifs, parce que Lovren nous fait un bon match bien dégueulasse aussi. Tagliafico, c'est franchement pas terrible. Dans la défense, effectivement, il n'y a que Lukeba qui a été à peu près au niveau. Le milieu de terrain, j'en ai parlé. Les attaquants, j'en ai parlé. Mais quand vous mettez tout ça bout à bout, finalement, eh bien, être proche de faire match nul, c'était presque un miracle. D'ailleurs, à mon sens, si on avait fait 1-1, ce qui quand même paraissait être le cas jusqu'aux 30 dernières secondes, j'aurais titré un point miraculeux signé Anthony Lopez. Donc finalement on perd, mais ça me paraît déjà totalement conforme à la réalité du match. Mais surtout, ce match-là est absolument révélateur des failles absolument incroyables que l'on a dans notre effectif. Et John Textor, qui veut apporter du changement, croyez-moi, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a énormément de boulot, et notamment une refonte de A à Z de ce milieu de terrain. Seulement le problème, c'est que Cacré et Tolisso ont des contrats énormissimes et qui courent sur de nombreuses années. Donc mettre ces mecs-là sur le banc, c'est mettre sur le banc des mecs qui sont payés 4 millions annuels. Est-ce que l'OL peut se permettre ça? Vous me direz, on le fait avec Boateng. Mais bon, Boateng, il avait que 2 ans de contrat. Franchement, la saison est délicate. Le mercato d'été sera évidemment très important. Mais on se retrouve quand même, et encore pendant pas mal de temps, dans l'effectif avec des mecs dont on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces mecs-là? Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et je ne vois pas comment ils pourraient l'avoir dans le futur. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. Alors vous le savez, les lendemains de défaite ou les soirs de défaite, Laurent Blanc n'est pas toujours, on va dire, très affûté dans ses analyses. Et je suis plutôt quelqu'un qui défend Laurent Blanc. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais en même temps, moi j'essaye d'être honnête, et quand il passe à travers, et j'estime que notamment dans les changements, il est passé à travers dans ce match, mais alors quand après le match, il nous dit ce qu'il nous dit là, ça m'énerve. Donc autant je défends quand j'estime qu'il est attaqué à tort, mais quand il fait des trucs que je ne cautionne pas, je vais aussi le dire. Donc il dit: on ne prend pas ce point parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut jusqu'à la dernière seconde. Anthony Lopez a été incroyable, ce qui est vrai. Pau Lopez n'a pas été mal non plus. Ça veut dire qu'il y a eu des occasions. Beaucoup de joueurs dans les surfaces, des projections offensives. Alors oui, il y a eu des occasions. Mais pas pour l'Olympique Lyonnais. Le point du match nul, puisque Laurent Blanc nous dit: je pense que le partage des points aurait été plus juste, je ne suis pas d'accord avec lui.
Marseille mérite sa victoire. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Pau Lopez, il fait un arrêt, et c'est celui sur le tir de Malo Gusto qui est un tir de même air. Sur lui, Anthony Lopez, lui, il a vraiment fait des exploits parce qu'il a été chercher des trucs absolument incroyables. Pau Lopez, non. Donc on arrête de nous vendre du flanc. Non, le partage des points n'aurait pas été plus juste. Alors maintenant que selon moi la saison clairement est terminée sur le plan des objectifs, notamment la qualification pour la Coupe d'Europe, eh bien écoutez, j'aimerais bien que Laurent Blanc change un petit peu son système. Le 4-3-3 avec les deux chiens de garde, Cacré, Le Penant, je n'en veux plus. Je veux un milieu de terrain beaucoup plus technique, je veux une équipe beaucoup plus offensive. Et donc je souhaite que nous passions définitivement jusqu'à la fin de la saison en 4-2-3-1. Hormis Monaco, on va jouer des équipes plutôt du bas de tableau, donc je veux que l'on domine ces matchs, je veux que l'on fasse du football beaucoup plus spectaculaire. Je comprends qu'on ait d'abord cherché à bétonner parce qu'il fallait prendre des points dans l'hypothèse, on va dire, miraculeuse d'aller chercher la Coupe d'Europe, mais maintenant il faut préparer la saison prochaine. Et moi je suis un adepte du 4-2-3-1, donc évidemment je veux un autre duo de 6, mais bon, pour le moment on n'a que celui-là. Et donc eh bien je veux aussi récompenser Jeffinho, qui pour moi a fait quasiment que des bonnes rentrées, même quand il était titulaire à Toulouse il a été très très bon. Je veux également récompenser Barcola, et donc je veux que nous soyons beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup plus offensif. Et donc je veux voir ça aussi pour fonder la saison prochaine, voir les manques que nous avons. Donc évidemment le milieu de terrain, mais quand je dis le milieu de terrain, j'inclus aussi Ryan Cherki, car pour moi il nous faut absolument un numéro 10 beaucoup plus expérimenté que Ryan Cherki. Ryan aura ses 25-30 minutes à la fin des matchs. Et évidemment Tolisso, Cacré, alors sauf si Tolisso retrouve du physique, mais bon, j'ai du mal à y croire. Et Cacré, lui, sortira du banc, ou alors sera transféré. Bon, pour Le Penant, comme j'ai déjà dit, je trouve que ce serait bien de le prêter pendant une saison, histoire qu'il s'aguerrisse davantage. Et donc voilà, d'ici la fin de la saison, on va surtout essayer de voir des potentiels de progrès, peut-être aussi donner sa chance enfin à Mohamed El Arouche. Pourquoi pas essayer de temps en temps Achraf Lazziri. Moi je ne suis pas totalement convaincu par Tagliafico, donc lui a exprimé en disant il sait pas où il serait l'année prochaine, donc je pense qu'il va demander à partir, et je suis tout à fait disposé à lui donner satisfaction. Pour moi Tagliafico c'est moyen, je veux plus jeune, meilleur. Pour le coup, rappelez-vous, alors bon, il faut avoir une bonne mémoire, j'avais fait une vidéo sur Malacia, donc moi j'aurais préféré Malacia, mais bon. Donc Tagliafico, s'il veut partir, eh bien écoutez, qu'il s'en aille. Donc voilà, je veux voir un petit peu ce que peut donner ce 4-2-3-1, qui pour moi est un système qui serait parfaitement applicable à l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.